Voilà, là vous devez m'entendre. Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, ici dans la salle Aula des Cèdres, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse en ligne, Mesdames et Messieurs qui vous nous suivez depuis les réseaux sociaux de l'État, bienvenue à cette conférence de presse sur la formation professionnelle. Plusieurs volets seront abordés, les questions liées au Covid-19 bien sûr, mais aussi la poursuite du chantier de valorisation de la formation professionnelle, un des points essentiels, le premier point du programme de législature du Conseil d'État. Deux représentants du gouvernement aujourd'hui, Cécile Amarel et Philippe Lebas sont avec nous, vous les entendrez successivement, ainsi que Lionel Épron, le directeur général de l'enseignement post-obligatoire. Je passe la parole à la conseillère d'État, Cécile Amarel, pour l'ouverture de cette conférence de presse. En tête de son programme de législature 2017-2022, la valorisation de notre système de formation professionnelle est une priorité. En novembre 2019, nous étions réunis pour vous présenter le plan d'action pour concrétiser cette vision politique, un plan en 11 mesures et sur 3 axes que nous vous avions présenté au Salon des métiers en novembre 2019. Cela paraît loin aujourd'hui et pourtant cela ne fait qu'un an. Donc la conférence de presse d'aujourd'hui vise à faire le point sur cette feuille de route et elle se tient à une date symbolique. Depuis demain, le 24 novembre, devait normalement s'ouvrir le Salon des métiers 2020 et vous le savez, c'est le rendez-vous très important dans la vie des jeunes en quête de formation professionnelle et qui, vous le savez, comme tant d'autres manifestations, n'a pas pu se tenir. Les portes ouvertes des écoles professionnelles et des lieux de formation en général doivent, vous le savez, se réinventer et on en parlera aussi parce que ces ponts et ces rencontres doivent exister d'une manière ou d'une autre. Bref rappel des 3 axes et des indicateurs macro qui permettent de mesurer les avancées sur les 11 mesures du plan d'action et leurs effets. Pour valoriser la formation professionnelle, le DFJC a déployé des efforts sur 3 principaux axes. Premier axe, c'est la promotion de la formation professionnelle. Deuxième axe, la prévention des échecs et des ruptures dans les cursus de formation professionnelle. Et troisième axe, le fait de favoriser la création de places d'apprentissage. Tous les acteurs concernés dans le canton sont mobilisés. Ils se sont mobilisés, mesdames et messieurs, sans relâche pour atteindre ces objectifs. Et entre juillet 2017 et fin 2019, les premiers résultats tangibles ont pu être atteints. Je vous donne un exemple avec le taux de réussite aux examens qui augmente clairement depuis. Pour les examens du CFC, ce taux est passé de 84,8% en 2016 à 87,7% en 2019. Cela s'explique par des mesures spécifiques à différents métiers qui ont pu être identifiés dans le cadre du projet Succès. On en reparlera tout à l'heure. Autre exemple, grâce à la forte mobilisation des acteurs de la formation professionnelle, de nouvelles places d'apprentissage sont créées chaque année. Entre 2017 et 2019, près de 600 nouvelles places d'apprentissage ont vu le jour et ça continue en 2020, malgré la crise, vous le verrez également. Mais voilà, vous le savez, en février et mars 2020, la crise du Covid-19 est arrivée et avec lui de fortes inquiétudes pour nos jeunes en formation qui cherchaient des places d'apprentissage et des perspectives professionnelles. Eh bien, mesdames et messieurs, malgré la crise profonde dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il est extrêmement, disons, réjouissant. Je suis personnellement très soulagée, très fière aussi de vous annoncer aujourd'hui qu'au 15 novembre 2020, 6 469 contrats d'apprentissage ont été signés. C'est même un tout petit peu plus qu'en 2019, alors qu'on craignait le pire au mois de mai. Vous le savez, nous avions annoncé un écart entre le nombre de contrats qui avaient été signés en 2019 et le nombre de contrats qui étaient signés en 2020, un écart de moins 26%. Eh bien, aujourd'hui, nous avons résorbé ce retard et nous l'avons même dépassé puisque nous sommes aujourd'hui à un différentiel de plus 1,3% avec ces 6 469 contrats. Cela concerne tous les contrats duals, les contrats en école de métier, la formation professionnelle aussi dans les gymnases. On peut regarder cette courbe attentivement au 15 juin. L'écart était encore de 22%.
Et au final, il y a donc 6 469 contrats. C'est donc 81 contrats de plus que l'an dernier à la même période. Le Conseil d'État et plus particulièrement le DIS et le DFJC ont pris ensemble des mesures absolument déterminantes. Je cède maintenant la parole à mon collègue Philippe Lebas pour parler de l'une de celles qui a eu un impact très direct sur les employeurs et qui représente un investissement conséquent de l'État dans cette crise. Monsieur Lebas, vous avez la parole. Parfait, merci beaucoup, mesdames et messieurs. En effet, ce printemps, lorsque nous percevions les risques que la crise sanitaire faisait courir au secteur de l'apprentissage, le Conseil d'État a pris un certain nombre de mesures. L'une des mesures significatives, ou peut-être la plus emblématique, c'est la mise à disposition de quelques 16 millions sortis du Fonds de lutte contre le chômage afin de booster les places d'apprentissage de notre canton. Vous le constaterez en regardant le slide qui est maintenant derrière moi, qu'au 15 mai, nous avions, comme l'a dit Mme Amarelle, moins 26% de contrats d'apprentissage signés. C'est donc 1 sur 4 qui manquait, si j'ose dire les choses un peu comme ça. Tous les secteurs étaient impactés. Vous avez en bleu le nombre de contrats d'apprentissage signés en 2019 à la même époque, et en orange, brun orange, vous avez la situation que nous avions au 15 mai, secteur par secteur. Et vous voyez que tous les secteurs étaient impactés par ce recul de signature de contrats d'apprentissage, ce qui nous faisait craindre une catastrophe en termes de formation professionnelle duale, avec, nous permettons de vous le rappeler, l'apprentissage, c'est le pied à l'étrier de la vie professionnelle pour beaucoup de jeunes. Celui qui ne trouve pas une place d'apprentissage a ensuite beaucoup plus de peine à trouver une place dans la vie professionnelle. Ce sont donc des destins humains qui se décident à cette période-là de la formation de l'adolescent. Nous avons, je l'ai dit, subventionner les contrats d'apprentissage à hauteur de 16 millions, c'est le montant, l'enveloppe que le Conseil d'État avait octroyé à cette politique publique. Ça nous a permis de soutenir 3 837 contrats d'apprentissage. Il s'agissait de contrats d'apprentissage de première année ou la reprise d'un contrat d'apprentissage en cours de formation professionnelle pour les contrats qui étaient rompus à la suite du Covid. Si vous aviez, par exemple, vous étiez au 2e ou au 3e année d'apprentissage et que l'entreprise était plus en mesure de vous maintenir dans ses effectifs comme apprenti, eh bien, si une autre entreprise reprenait ce contrat d'apprentissage et le jeune en question bénéficiait également de la mesure de soutien financier. Concrètement, le soutien financier, c'était le versement par l'État, la prise en charge par l'État de la moitié du salaire de première année du jeune formé. L'enveloppe, aujourd'hui, nous finançons les entreprises formatrices par étapes. L'enveloppe a été bien calibrée. Les 16 millions seront suffisants mais nécessaires. Et donc, à la fin de cette année, nous aurons réussi cette politique publique en permettant à 3 837 jeunes de bénéficier de cette mesure et de trouver une place dans l'apprentissage. Vous avez ici le détail derrière moi, le détail de l'aide ainsi apportée par l'État. C'est une mesure que peu de cantons ont mis en place à ce jour et qui manifestement a porté ses fruits, puisque nous avons, comme cela vous a été dit par Mme Amarelle, plus que rattrapé le retard que nous avions constaté au 15 mai. Cet élément-là est l'un des éléments de la politique en faveur de l'apprentissage que nous avons mis en place. Vous avez ici les autres mesures Covid. Ça semble assez fluctuant, disons. Voilà. Vous avez les autres mesures Covid liées à l'apprentissage. J'ai parlé du demi-salaire, je l'ai dit. On a prolongé la durée pendant laquelle les contrats d'apprentissage pouvaient être signés. On l'a reporté son échéance du 31 septembre au 15 novembre. Ça a permis à un certain nombre d'entreprises de reconduire des contrats d'apprentissage ou de
d'engager de nouveaux apprentis dans une période un peu plus longue. Ensuite, nous avons ouvert aux jeunes l'inscription et le cours professionnel lorsqu'il y avait un projet d'apprentissage défini, quand bien même le contrat n'était pas encore signé, c'est la mesure 3. La mesure cadre, l'encadrement des apprentis ayant perdu leur place en raison de la pandémie, je l'ai évoqué. Soit il y avait une possibilité d'aide financière lorsque le jeune était repris par une autre entreprise, ou un encadrement était plus important lorsque le jeune perdait sa place d'apprentissage en cours d'apprentissage et ne parvenait pas à en retrouver une nouvelle. Et puis, dernier élément, le soutien à la construction de junior teams dans les entreprises, c'est aussi un moyen de soutenir dans les faits, très concrètement, les apprentis dans notre canton. Tout cela a nécessité un gros travail, un très gros engagement, à la fois de l'administration qui est présente à cette table, mais également au sein des entreprises qui ont, à cet égard, fait preuve d'une très grande solidarité dans des temps qui sont particulièrement difficiles. Voilà, je reviendrai, si vous avez des questions, à la fin des différents exposés. Je rends la parole à Madame Amarelle. Merci, Monsieur Lebas. En complément de ce qui vient d'être dit, c'est vrai que le secteur de l'apprentissage était objectivement en danger et tous les acteurs cantonaux et privés se sont mobilisés. Et donc, en plus de la mesure du demi-salaire annuel payé qui a été explicité par mon collègue Philippe Lebas, il y avait les 11 mesures qui avaient été établies en 2019. Ce dispositif vaudois qui a été renforcé, et puis 5 nouvelles mesures ont été prises pour relancer justement l'apprentissage dans cette situation de pandémie. Et ces mesures, c'est celles qui ont été évoquées tout à l'heure. Une mesure a été le prolongement du délai de signature des contrats d'apprentissage, puisque ces contrats doivent normalement être signés fin juillet, mais devant le manque de visibilité et le choc de l'arrivée de la pandémie, ce délai a été prolongé au 15 novembre avec le succès que l'on a vu sur la courbe et le rattrapage complet en termes de nombre de contrats signés. Autre mesure, c'est celle qui a permis à des jeunes qui avaient choisi une voie mais qui avaient un projet concret sans pour autant avoir signé un contrat d'apprentissage, eh bien, ils avaient cette possibilité de s'inscrire aux cours professionnels et de les suivre dès la rentrée pour ne pas prendre du retard. Et puis, enfin, nous avons aussi pris soin et encadré les apprentis, heureusement rares, qui ont perdu leur emploi pendant la première vague. La mesure du demi-salaire concernait aussi si un employeur les réengageait, qu'ils soient de 2e ou 3e année, il y avait la possibilité aussi de bénéficier de cette mesure du demi-salaire. Et puis enfin, ce qui a été dit, c'est la création des junior teams, ces équipes d'apprentis de plusieurs niveaux d'expérience dans un même métier qui travaillent en équipe sous la supervision d'un professionnel. Donc ces mesures, deux mesures avaient déjà été prévues dans le plan d'action, elles ont été renforcées. C'est celle de la formation mixte et celle de la création des réseaux d'entreprises qui, ensemble, peuvent engager un apprenti et supporter le suivi logistique et le coût de la formation de la relève dans ce secteur. Nous avons donc investi 3,2 millions pour l'ensemble de ces mesures, des subventions fédérales liées à la Task Force Covid Perspective Apprentissage 2020 contribuent aussi, projet par projet, au financement des différentes actions de ce plan de relance pour un maximum de 2,3 millions. Donc il y a 3,2 millions cantonales et puis il y a les subventions fédérales à hauteur de 2,3 millions qui ont été aussi investies dans l'ensemble de ces mesures. Voilà, je passe maintenant la parole à Lionel Éperon pour expliciter plus avant la question des mesures phares. Monsieur Éperon, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la conseillère d'État, Monsieur le conseiller d'État, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et tous. Peut-être avant de parler des mesures phares de ce plan d'action qui a été validé en novembre 2019, je souhaiterais partager avec vous une ou deux considérations très générales sur les principaux chiffres qui ont marqué les choix d'orientation des jeunes cet été lors de la reprise de l'école. On a un chiffre inespéré, c'est le chiffre que Madame Amarelle a présenté, c'est ce
plus 1,3% de contrats signés. C'est effectivement quelque chose qui était inespéré. Mais en miroir de ce chiffre-là, il y en a un autre qui est très intéressant, c'est de constater que depuis 3 ans maintenant, et de façon constante, le nombre de jeunes qui choisissent une mesure dite de transition, c'est-à-dire une formation non certifiante du degré secondaire 2, que ce soit l'école de la transition ou par exemple les semestres de motivation qui font aussi l'objet d'un partenariat très étroit avec le département de M. Lebas, eh bien, le nombre de jeunes qui choisissent ces mesures de transition non certifiantes sont en baisse. On le voit peut-être sur la slide prochaine, s'il vous plaît. Voilà, je l'évoque donc, les baisses de l'effectif des mesures de transition 1. Nous avons cette année eu 133 jeunes en moins en filière de transition par rapport à l'année précédente. Ce qui veut dire que l'apprentissage gagne des parts dans les choix d'orientation des jeunes au sortir de la 11e Armos. Et ça, c'est directement en lien avec un des objectifs clés de la revalorisation de la formation professionnelle, c'est-à-dire de permettre à un maximum de jeunes qui se prédestinent à une formation professionnelle à entrer directement en formation professionnelle initiale sans avoir à passer par une mesure de transition qui rallonge leur temps de formation. Ça, c'est une grande tendance lourde qui est à saluer avec l'objectif et le sujet d'aujourd'hui. Il en est un autre qui doit parallèlement être mis en exergue, c'est que l'attractivité dans les gymnases, en particulier dans les filières de l'école de culture générale, cette attractivité ne se dément pas. En gros, 45% des jeunes vaudoises et vaudois qui quittent la 11H choisissent une filière gymnasiale. Et cette année, en plein été, alors que le secteur de l'apprentissage était hautement incertain, on l'a vu, eh bien, pour bon nombre de jeunes qui avaient les points pour aller au gymnase, pour rentrer en ECG, eh bien, la grande majorité de ces jeunes ont choisi cette voie plus que de se poser la question « est-ce que je fais une formation professionnelle ?» Et cet élément, il se lie à travers l'augmentation des effectifs ECG, 170 jeunes de plus, pour faire simple, ont choisi dès la rentrée d'août le gymnase en ECG et puis sur le moyen terme, pendant cette même période, quelques 120 jeunes ont choisi de suivre un raccordement qui devrait leur permettre l'année prochaine d'entrer notamment en école de culture générale. Donc cette attractivité des gymnases ne se dément pas, mais parallèlement, progressivement, les parts sur le secteur de l'apprentissage augmentent et c'est ceci qui est visé par le gouvernement vaudois. J'en viens maintenant avec les différentes mesures phares, on va dire, ou celles qui ont développé le plus d'effets en lien avec le plan d'action de novembre, en prenant tout d'abord le premier axe qui est la promotion de l'apprentissage. J'évoquerai tout d'abord qu'au 1er janvier, l'OCOSP, l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle, a rejoint la direction générale de l'enseignement post-obligatoire. Alors ça peut paraître une mesure strictement administrative, je peux simplement vous dire que déjà de réussir cette fusion administrative dans les périodes tumultueuses que nous avons rencontrées est en soi un succès, mais surtout au-delà des structures, il s'agissait par cette fusion de renforcer le lien entre l'orientation et la valorisation de la formation professionnelle. Et en ce sens, les chiffres très réjouissants que nous vous communiquons aujourd'hui démontrent que la mayonnaise a bien pris entre la DGEP et le COSP, et au-delà de la mayonnaise entre la DGEP et le COSP, c'est toute l'école obligatoire qui est également à saluer dans ses efforts pour revaloriser la formation professionnelle. Donc, quelques éléments qui peuvent être mis en exergue, en particulier sur ces améliorations et ces synergies renforcées entre l'école obligatoire et l'orientation, c'est le rôle joué par les référents de l'approche du monde professionnel AMP. Nous avons 62 établissements du secondaire 1 et désormais dans ces 62 établissements, nous avons 150 collaborateurs qui participent à la connaissance des élèves depuis la 9e H jusqu'à la 11H, qui leur permettent de mieux appréhender le monde de la formation professionnelle. Un des grands succès qui a permis ce rattrapage absolument incroyable au milieu de l'été dans la signature des contrats d'apprentissage, on le doit aussi à un
individualisée de tous les jeunes qui avaient un projet professionnel mais qui n'avaient pas encore de contrat. Et ça, c'était notamment un partenariat très étroit entre l'école de la transition et le COSP. Toujours dans les synergies renforcées au niveau de l'école obligatoire. Madame Amarelle, à la conférence de la rentrée, annonçait un projet pilote, l'ouverture de 3 classes de 12e année dites certificatives, des classes qui sont à Lausanne, à Renan et à Applebière, de mémoire, qui concernent 35 jeunes. Et ces 35 jeunes vont pouvoir, pendant cette 12e année certificative, obtenir justement le papier de fin d'études qui leur manque, et ceci en focalisant leurs apprentissages sur certaines branches qui leur font défaut pour réaliser un pré-projet professionnel. Et donc c'est une forme de modularisation de la formation dans l'optique de renforcer la signature d'un contrat d'apprentissage pour ce jeune. Tout le monde est gagnant, le jeune a un diplôme certifiant et l'entreprise formatrice potentielle se voit, grâce à l'obtention de ce diplôme, confortée dans le choix d'un jeune qui est dûment certifié. Et ça, c'est une mesure qui sera évaluée puisqu'elle est déployée depuis cette année pour la première fois, mais on en attend vraiment beaucoup en termes de solutions innovantes. Toujours dans l'articulation renforcée OCOSP, école obligatoire, le projet LIFT. Le projet LIFT, ce sont des stages en entreprise qui sont proposés 3 heures par semaine, généralement le mercredi après-midi, sur le temps libre des élèves depuis la 9e Armos jusqu'à la 11e, qui permettent à ces jeunes, pendant 3 à 4 mois, de côtoyer le monde de la formation professionnelle, le monde du travail, en faisant des stages en entreprise. En quelques années, 2 ans, on est passé de 24 établissements partenaires de LIFT à 51, donc une augmentation de 27 établissements, avec l'objectif l'année prochaine que tous les établissements du secondaire 1, c'est-à-dire 62 établissements, soient partenaires de LIFT. 350 jeunes, à travers cette mesure, ont pu suivre les mesures LIFT et on en escompte, puisque l'expérience LIFT montre que 60% des jeunes qui ont suivi ce stage décrochent un contrat d'apprentissage, et bien par extrapolation, cette mesure sur 350 écoliers devrait faciliter la signature de 220 contrats de jeunes lorsqu'ils se présenteront sur le marché, le secteur de l'apprentissage. Voilà, prochaine slide, s'il vous plaît. L'autre élément qui est le second axe du plan de soutien, c'est la volonté d'améliorer les taux de réussite aux procédures de qualification, plus simplement dit aux examens de fin d'apprentissage. Madame Amarelle l'a dit, nous avons un programme qui s'appelle le programme Succès, qui identifie les principaux métiers dans lesquels on connaît des taux d'échec aux examens finaux ou finales qui sont particulièrement importants. Et le but, c'est de mieux comprendre ces taux d'échec et les raisons de ces taux d'échec pour améliorer la situation. Et vous avez l'amélioration qui est marquée sur la slide et dont Madame Amarelle a parlé tout à l'heure. L'année 2020 est une année particulière. Vous savez que la Confédération a fixé comme objectif que 95% des jeunes de 25 ans disposent d'un titre de certification professionnelle. Cette année, nous avons eu 95% de résultats aux procédures de qualification, que ce soit CFC ou AFP. Pourquoi ce chiffre doit être annoncé, mais annoncé avec une certaine circonspection? C'est que les procédures de qualification ont été vraiment particulières durant l'année 2020. Tout d'abord, à l'échelle de l'ensemble de la Suisse, tous les examens théoriques, les examens des écoles professionnelles, ont été supprimés. Et parmi les examens pratiques, ceux qui ne pouvaient pas se dérouler en présentiel, pour des raisons sanitaires, notamment liées à une trop forte concentration de candidats sur des lieux qui auraient favorisé la promotion de la pandémie, eh bien, ces examens pratiques ont été renforcés par une évaluation sur la base de l'expérience des jeunes tout au long du parcours. Alors, est-ce à dire, je le mentionne tout de suite, est-ce à dire que les jeunes de 2020 auraient eu un régime de faveur? Parce que c'est un des enjeux en lien avec les assouplissements qui ont été décidés à l'échelle nationale. Alors, c'est un pas qu'on ne franchira pas. Déjà,
régime de faveur quand vous connaissez une pandémie, que vous êtes au seuil de votre vie d'adulte, de vous voir semi-confiné, de voir vos rythmes de vie et vos rythmes d'apprentissage complètement cassés, ce n'est pas tout à fait une solution enviable. Et puis, de façon moins symbolique ou moins humaine, on parlera tout simplement du fait qu'avant les 3 mois de confinement, les jeunes qui suivaient une formation en CFC avaient au minimum opéré le 9/10 de leur formation, 3 mois sur 36 mois, a fortiori 3 mois sur 48 mois de formation. Eh bien, ça montre bien que l'apprentissage et les acquis de cet apprentissage se font tout au long du cursus, bien au-delà du simple momentum d'un examen. On peut passer au 3e volet de ce plan d'action, c'est la création de nouvelles places d'apprentissage tant quantitativement que qualitativement. Et là aussi, on a un petit miracle, on peut dire cela comme ça, qui s'est créé. Donc l'année dernière, à pareille époque, nous avions créé quelques 600 nouvelles places d'apprentissage et cette année, on peut en rajouter 300 de plus. Donc nous sommes à quelques 900 places d'apprentissage créées sur les 1000 que le Conseil d'État s'est assigné dans le cadre de son programme de législature. Ce qui est important quand on parle de création de nouvelles places d'apprentissage, c'est de voir leur répartition entre 3 types d'employeurs cibles, on va dire cela comme ça. Tout d'abord, vous voyez que 396 places qui correspondent à 43% de ce camembert ont été des places qui ont été créées dans l'économie, donc par les entreprises formatrices ordinaires. Et il y a un chiffre en particulier sur ces 396 qu'il me plaît à relever. C'est que sur ces 396 nouvelles places, 74 ont été créées en faveur de jeunes migrants à travers le programme de prolongation de l'apprentissage d'intégration. 74 nouvelles places PAI, et je rappelle que l'une des mesures phares de ce plan d'action de novembre 2019, c'est de soutenir justement la création de nouvelles places PAI. Pour le reste, vous avez la partie verte qui porte bien ses couleurs d'ailleurs, puisqu'il s'agit de l'État employeur, 218 places supplémentaires créées, en particulier dans tous les services de l'administration, avec un gros effort du côté du CHUV. Et puis, je tiens ici aussi à relever que l'État employeur se met aussi à créer des junior teams dans le sens de la mesure supplémentaire proposée par le Conseil d'État durant la pandémie. Pour le reste, 210 places qui sont créées par des instituts subventionnés en lien avec l'action sociale, et puis 117 places qui sont des places mixtes, notamment donc un partenariat entre le public et le privé, et notamment ces 117 places correspondent à une autre mesure phare poursuivie, c'est la création de formations mixtes, donc un modèle un peu hybride entre l'entreprise formatrice, l'ORTRA et l'État. On a parlé, à travers ces différents chiffres, de la certification professionnelle des jeunes de 15 à 25 ans. Il est un autre public cible qui est au cœur de la mesure 1.1 du programme de législature du Conseil d'État, c'est de s'assurer que les adultes font aussi l'effort vers une certification ad minima de secondaire 2. Et c'est donc toute la problématique de la CPA, la certification professionnelle des adultes, dont on va parler maintenant. Si on a grosso modo 86% maintenant de jeunes dans le canton de Vaud qui ont un titre de secondaire 2 à 25 ans, ce chiffre diminue à 72% quand on parle des adultes. Or, on sait par expérience que si vous n'avez pas un diplôme de secondaire 2 qui vous permet quelque part d'apprendre tout au long de la vie et de renforcer votre employabilité sur le marché de l'emploi, vous présentez des risques évidents de précarisation sur le marché de l'emploi. Et donc le but, c'est d'améliorer le nombre d'adultes qui sont titulaires d'un diplôme de secondaire 2. Pour ceci, le Conseil d'État a cet été adopté un plan d'action spécifique à la CPA qui peut se diviser dans un continuum cohérent avec 3 publics cibles différents. Tout d'abord, les personnes qui ont le plus besoin de mesures qu'on a appelées de préalphabétisation. Alors attention à ce terme-là, il s'agit là de mesures qui concernent les adultes allophones ou migrants qui ont besoin de maîtriser la langue d'insertion, c'est-à-dire le français, pour pouvoir avoir un projet.
On parle donc de préalphabétisation par rapport à la langue d'intégration et bien évidemment pas au sens global pour ces personnes. Ça, c'est le premier public cible qu'il s'agit de porter vers de premières compétences langagières pour assurer la suite de leur cursus. Ensuite, un chiffre qui interpelle, quelques 80 000 Vaudois disposeraient de compétences insuffisantes en lecture-écriture, calcul et utilisation des technologies basiques de l'information et de la communication. Le but pour cette tranche de public cible, c'est de les amener à avoir des compétences de base minimales qui leur permettent ensuite de basculer dans la phase certifiante, qui est la troisième étape, c'est-à-dire l'obtention en gros d'une AFP ou d'un CFC, ça c'est de la compétence donc de la DGEP. Voilà le continuum qui est présenté avec les objectifs qui sont assignés. C'est augmenter le nombre d'adultes certifiés. Je le disais, on n'a que 73% d'adultes pour le moment. C'est permettre, pour pouvoir maximiser les adultes certifiés, permettre à tous les adultes d'entrer en formation professionnelle s'ils le souhaitent. Et puis, un élément qualitatif sur lequel je m'attarderai un tout petit peu, on peut obtenir un CFC quand on est un adulte par 3 voies. Et là, je propose qu'on bascule sur la slide prochaine. S'il vous plaît, voilà. Les 3 voies, c'est soit de faire l'ensemble du cursus de formation professionnelle, c'est-à-dire de suivre un CFC en 3 ou 4 ans. Les chiffres sont rassurants. On voit que sur cette base-là, on a quelques 20% de certifiés CFC supplémentaires en 2017 et 2020 au niveau des adultes. Il y a 2 voies plus rapides, ce qu'on appelle l'article 32 par examen. Et vous voyez aussi ici qu'il y a une forte augmentation de 2017 et 2020, là avec une augmentation de quelques 50% d'adultes certifiés grâce à ce véhicule plus rapide de la formation professionnelle. Et puis le dernier, qui est vraiment le TGV, on va dire, de la certification professionnelle, c'est la valorisation des acquis de l'expérience, c'est-à-dire que vous n'avez pas à suivre forcément des cours théoriques, mais simplement à présenter un portfolio de compétences qui est alors examiné sous l'angle de sa valorisation pour décrocher un titre. Et là, cet élément est particulièrement à saluer puisque en 3 ans, on a une augmentation de plus de 250%, de 12 à 42 des adultes ayant été certifiés par VAE. Voilà pour les chiffres principaux. Je vais terminer avec une préoccupation et puis aussi une perspective d'avenir. Madame Amarelle le disait en ouverture de conférence de presse, cette semaine, elle est symbolique. Elle aurait dû marquer le début du Salon des métiers. Le Salon des métiers, c'est l'événement phare de l'orientation de nos jeunes, année après année. Tous les élèves de VG, tous les élèves de VP sont appelés à s'y rendre pour définir un choix d'orientation. Et malheureusement, tout comme les portes ouvertes dans les écoles professionnelles, ces salons, dans le cadre des exigences liées à l'organisation des manifestations, tombent. Sitôt qu'on a su que le salon des métiers ne pourrait pas se tenir, c'est-à-dire il y a moins de 2 semaines et demie pour faire simple, l'ensemble des acteurs organisateurs du salon des métiers, État, ORTRA, et bien évidemment les équipes de Beaulieu, se sont mobilisés pour que nous proposions un salon des métiers qui aura lieu sous forme numérique au printemps 2021. Les objectifs ne changeront pas par rapport à une version présentielle. C'est présenter les différents métiers de la formation professionnelle. Je rappelle, dans le canton de Vaud, 175 métiers sur 240 qui sont enseignés à l'échelle suisse, 175 métiers le sont sur sol vaudois, ce qui fait qu'on est le hub roman de la formation professionnelle. Ensuite, c'est bien évidemment mettre en liaison les futurs apprentis et les entreprises formatrices. Et puis pour préparer cette version, on va dire numérique, eh bien les jeunes seront formés à utiliser ce salon numérique de la façon la plus pertinente possible. Voilà pour la partie de ma présentation et je redonne la parole à Madame la conseillère d'État Cécile Amarelle pour les propos conclusifs et synthétiques. Merci Monsieur Éperon. Mesdames et messieurs, comme vous avez pu le comprendre par les interventions de messieurs Lebas et Éperon et moi-même, pendant cette conférence de presse, le système
de la formation professionnelle a été capable d'absorber le choc de la première vague pandémique, ce qui montre sa propre robustesse. La crise a renforcé les partenariats entre le canton, la Confédération, les entreprises formatrices, les fêtières, le secteur de l'orientation et tous les partenaires de la formation professionnelle, tant à l'échelle vaudoise que nationale. Nous nous sommes mobilisés ensemble et malgré le contexte sanitaire très particulier que nous traversons et au-delà des résultats conjoncturels enregistrés, des changements concrets et structurels semblent avoir été amorcés. Nous progressons grâce aux mesures que nous avons prises. Nous progressons parce que les mesures de transition, la T1, sont en diminution. Nous avons aujourd'hui la confirmation que nous avons réussi à infléchir de manière durable cette augmentation des jeunes qui utilisaient ces mesures de transition. Donc nous allons vers privilégiant les mesures certifiantes plutôt que les non certifiantes. Nous avons la confirmation que la création des places d'apprentissage supplémentaires se poursuivent. Nous en sommes aujourd'hui à 950 nouvelles places sur l'objectif des 1000 qui avait été, que s'était assigné le Conseil d'État d'ici à la fin de la législature. Et puis nous avons la confirmation que la certification professionnelle des adultes, qui est si importante dans une période et dans un contexte de transition et de reconversion économique, eh bien, cette certification professionnelle des adultes décolle enfin de façon significative. Tout cela nous conforte dans l'idée et la nécessité même de maintenir le cap que nous nous sommes fixés. Néanmoins, mesdames et messieurs, les partenaires sont tous conscients des risques liés à la situation pandémique et aux effets potentiellement désastreux que peuvent avoir de nouvelles vagues. Il y a aujourd'hui de grandes incertitudes, des risques, des inquiétudes, et c'est bien normal. Ce que nous vivons est sans précédent. Mais après avoir réussi à surmonter la première vague, nous nous appuierons sur l'expérience acquise et sur ces liens qui se sont renforcés pour franchir au mieux les prochains obstacles et maintenir la confiance qui est la nôtre dans les capacités du système. Je vous remercie de votre attention. Évidemment, Monsieur Lebas, Monsieur Éperon et moi-même, nous tenons à votre entière disposition pour les questions. Et je passe la parole à Julien Schechter. Merci beaucoup. Merci Madame la conseillère d'État. S'il y a des questions dans la salle, je m'approcherai de vous et je vous tiendrai le micro afin que vous puissiez les poser. S'il y a des mains qui se lèvent, faites-moi juste simplement un petit signe et je viens vers vous. Bonjour. Vous parlez des défis qui restent encore à relever. Concrètement, quels seront les prochains obstacles à surmonter? C'est cela, Marine. Merci. Alors, les prochains obstacles, c'est déjà de pouvoir trouver des alternatives substantielles au remplacement du salon des métiers. Nous avons aussi, vous le savez, en 10e année, en 11e année, il y a beaucoup d'élèves qui font des stages. Et évidemment, aujourd'hui, les entreprises sont plus frileuses pour recevoir en fait des jeunes de 13, 14, 15 ans en stage, compte tenu de la situation pandémique. Nous avons aussi à refaire l'exercice de ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est-à-dire continuer à augmenter le nombre de contrats d'apprentissage et faire en sorte d'être convaincants auprès des entreprises formatrices également, pour faire en sorte que les jeunes optent pour des solutions certifiantes plutôt que des solutions de transition. Ça, c'est un élément très important. Donc oui, il y a beaucoup d'enjeux, tant au niveau de l'école obligatoire que du post-obligatoire et évidemment aussi du marché de l'économie, du marché du travail qui est pour l'instant plus qu'incertain. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Monsieur Éperon, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple des personnes dont l'expérience a été validée, validation des acquis de l'expérience? La VAE, Lionel Éperon. Comme ça, je n'ai pas un exemple très concret à vous donner parce que je ne suis pas les 42 dossiers qui ont fait l'objet de cette certification, mais je vous communique très volontiers peut-être un témoignage dans le courant de la journée d'une personne qui aurait été certifiée via la VAE. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la valorisation des acquis de l'expérience, il faut identifier
déjà certains types de métiers qui s'y prêtent. Donc la première des choses pendant cette période de transition, c'était d'augmenter le nombre de métiers qui pouvaient faire l'objet d'une valorisation des acquis de l'expérience. Et puis après, l'autre difficulté, c'est qu'une fois que vous avez fixé ces exigences qu'on appelle le portfolio, puisqu'on ne va pas faire un suivi pédagogique de ces gens, ils vont arriver avec un dossier personnel qui retrace les différentes étapes de leur vie professionnelle et les différentes expériences accumulées dans ce portfolio. Et pour pouvoir valoriser cette expérience, il nous faut des experts qui arrivent d'une façon à transposer le portfolio en exigences qui correspondent aux exigences qu'on certifierait à travers un diplôme. Mais voilà, je ne peux pas vous donner un exemple comme ça, d'un parcours personnel, mais je peux vous en fournir un volontiers, d'ailleurs, comme à toutes les personnes qui sont présentes ici, par mail, avec un témoignage, et je m'engage à le faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je viens vers vous. Je n'ai plus mes chiffres sous les yeux, mais les 3869, je crois, nouveaux contrats de première année signés grâce aux 16 millions, c'est tous les contrats de première année où certains n'ont pas bénéficié de cette aide. Qu'en est-il? Que je comprenne bien. En gros, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont renoncé à avoir l'aide, si je traduis votre question, qui ont renoncé à avoir de l'aide pour les contrats de première année dans le canton de Vaud? Alors, le chiffre exact est de 3837. Et puis, il y a eu, je crois, 92 contrats, 92 entreprises qui étaient susceptibles de bénéficier de cette aide qui ont renoncé. Donc, c'est très marginal. Exactement. Il faut déduire des 3873 les 92 qui ont renoncé. Ils étaient éligibles et ils ont renoncé. Monsieur Epron. Par contre, une précision, on voit bien que le nombre de contrats signés, il est largement il est quasiment du double. Donc le delta, ce sont les entreprises qui n'étaient pas éligibles à la mesure, c'est notamment les entreprises qui n'étaient pas du secteur privé. Le but, ce n'était pas de subventionner le moitié du salaire des employés qui étaient, par exemple, communaux ou étatiques. Donc c'est là qu'il y a la différence. Mais ce que M. Lebas a dit, et c'est ce qui nous a, on va dire, favorablement aussi surpris, c'est que la mesure avait été faite en 2009, lorsqu'il y avait eu la crise des subprimes, et elle n'avait pas du tout suscité le même engouement. Là, on peut vraiment dire que toutes les entreprises éligibles se sont portées candidates à cette aide, et donc cette aide sera honorée en fonction de ce volume demandé. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant qu'on passe évidemment aux interviews, en particulier pour les personnes qui sont présentes? Je ne vois pas de main comme ça qui se lève. Je vous remercie pour votre attention, que ce soit ici à l'Aula des Cèdres, où on remercie la HEP et son recteur pour son accueil. Merci beaucoup et merci aussi à vous qui nous avez suivis en ligne sur les réseaux sociaux de l'État. On vous souhaite une excellente continuation de journée. Merci.